La crise des migrants, toujours et encore, alors qu'il y a des bateaux qui doivent normalement chercher à accoster très prochainement. Cette crise des migrants va-t-elle faire exploser l'Europe à quelques mois maintenant des élections européennes qui auront lieu, vous le savez, au printemps prochain. Nous sommes avec Franck Proust, eurodéputé Les Républicains, qui est aussi le président du groupe des députés français au groupe PPE au Parlement de Strasbourg, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'Europe, l'apprendre ou la laisser, aux éditions du Palio. Ça sera en vente très prochainement, puisque vous avez vu, le livre est encore sous blister. Franck Proust, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Alors, est-ce que la crise des migrants, là, celle qu'on est en train de vivre, sur laquelle tout le monde s'écharpe, les pays en tous les cas, est-ce que ça peut faire exploser l'Europe, ça ? Ah, le risque est non négligeable. Mais encore une fois, pourquoi cette crise est difficile à résoudre, c'est qu'on est dans la réactivité. On n'a pas anticipé ce problème. Mais pourquoi vous ne l'avez pas anticipé ? Je pense que parce que l'Europe n'a pas eu le courage de regarder les choses telles qu'elles étaient. Parce que les flux migratoires, les conditions de certains peuples en Afrique notamment, en Syrie... Et pourtant, il y a moins de migrants qui tentent leur chance qu'il y a 2 ans ou 3 ans, hein. Oui, enfin bon, je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que nous pouvons vivre demain. D'ailleurs, j'étais en déplacement avec Rachida Dati en Côte d'Ivoire et je l'ai dit au président Ouattara, entre les évolutions démographiques, entre la migration climatique, les conflits qui peuvent être ici et là, il va de soi qu'aujourd'hui, et je me mets à la place de ces gens qui n'ont plus rien à attendre de leur pays, qui se disent... tout compte fait, est-ce que c'est pas la traversée de la dernière chance ? C'est pour ça qu'il faut essayer de donner des règles précises pour éviter que ces gens viennent sur ces bateaux. Est-ce que le discours d'Emmanuel Macron, qui consiste à faire du en même temps, en fait, à la fois, il faut être humain, mais très ferme, est-ce qu'il est à la hauteur ? Est-ce que, votre avis, c'est la bonne position, la bonne attitude à avoir ? D'autant qu'il veut installer ce qu'on appelle des centres, des hotspots, dans les pays européens. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais là, il n'y a rien de nouveau sur les hotspots, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Non, mais les hotspots, on en parlait à l'extérieur de l'Europe. Là, oui, on en parle à l'intérieur de l'Europe. Je vais dire que moi, encore une fois, sur la philosophie, bien sûr, c'est un problème délicat à résoudre, parce qu'il faut de l'humanité, du pragmatisme et de la dignité. Il faut essayer de trouver une solution qui ne peut être qu'une solution européenne. Mais encore une fois, il suffit d'édicter des règles claires et surtout envoyer un message clair à tous ces passeurs qui font de l'argent. Quelles règles faut-il Les adopter ? règles claires, c'est que l'Europe n'est pas le Graal pour ces gens-là. Mais eux le pensent. Eux le pensent, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que leur disent les passeurs ? Tentez votre coup, même si vous tombez à l'eau, vous aurez toujours peut-être une ONG qui vous rattrapera et vous atterrirez en Europe. Et d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez vu, mais de plus en plus, vous avez des pirates qui attaquent ces bateaux et qui écrivent aux familles, et donc qui touchent de l'argent deux fois. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Proust ? Les solutions. Les solutions, pour moi, c'est d'abord une solution européenne. Il y a eu la création... Oui, mais quelle solution européenne ? La création de ces gardes-côtes, il faut amplifier les moyens. Parce qu'aujourd'hui... Vous répétez tous la même chose, on voit bien que ça ne marche pas. Non, mais on voit très bien... Frontex. On n'a pas... Non, mais c'est Frontex. L'outil existe, mais on n'a pas suffisamment de moyens. On a aujourd'hui des nouvelles technologies. On doit pouvoir alerter lorsqu'un bateau quitte, par exemple, les côtes libyennes. On doit pouvoir alerter pour faire en sorte qu'elle ne rentre pas dans les eaux territoriales européennes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il faut créer des hotspots à la fois sur le territoire européen quand ils arrivent en Europe et à l'extérieur de l'Europe, mais avec des conditions humaines... L'Italie n'en veut pas. Pardon ? L'Italie n'en veut pas de ces hotspots. Pourquoi l'Italie ? Et encore une fois, là, je pense qu'à l'Italie, on n'a pas de leçon à donner ni aux Italiens ni aux Grecs, parce qu'ils ont été en première position depuis des années, qu'on les a abandonnés et que c'est quand même assez facile. J'étais il y a 1 an sur l'île de Kos, j'ai vu le problème. Imaginez, la Grèce ne peut pas toute seule arrêter tous ces migrants. Mais il faut avoir une volonté et une politique qui adresse un message. Et puis je mettrai un 3e élément. C'est la conditionnalité des aides sur ces États qui sont en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, l'Europe, comme la France, donne des fonds assez importants sans aucun contrôle. Combien l'Europe ?
L'Europe, ça se chiffre, alors on est en cadre budgétaire, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plusieurs milliards d'euros. Pour l'Afrique subsaharienne, bien notamment. entendu. Mais et il n'y a aucune conditionnalité. Il n'y a aucune conditionnalité, il n'y a aucun contrôle sur les équipements structurants, sur la politique migratoire. On devrait avoir un accord. C'est un accord bilatéral, on doit avoir un accord passé. Et c'est vrai sur le plan des migrations, c'est vrai également sur le plan économique. En introduction, je disais qu'il y avait des bateaux là, qui cherchaient à accoster sur les côtes européennes. Il y a notamment un bateau qui s'appelle le Lifeline. Tout à fait. La France doit l'accueillir. Pour l'instant, le droit international fait que la France ne peut pas l'accueillir. Pourquoi ? Puisque c'est le port de proximité. C'est l'Italie. C'est l'Italie. Donc aujourd'hui... Donc vous comprenez la colère des Italiens ? Mais je la comprends tout à fait, mais on ne peut pas nous violer le droit international. Après, effectivement, on a une solution là qui est une solution d'urgence. Donc il faut regarder comment la résoudre. Mais par contre, moi je suis un peu comme Brice Hortefeux contre l'imposition des quotas par l'Europe. Il faut travailler sur une politique... Il faut abandonner cette politique-là ? Oui. Il faut une politique d'immigration choisie, c'est-à-dire que chacun doit définir, et ça serait les assemblées de chaque pays qui décident, un peu comme au Canada, le nombre de migrants politiques et le nombre de migrants économiques, parce que accueillir les gens, c'est bien, les intégrer, c'est mieux. Il y a un sommet européen qui va avoir lieu à partir de jeudi soir. Est-ce que ça ne va pas être un fiasco total, ce sommet, qui sera consacré principalement aux migrants ? Et je ne peux pas lire dans une boule de cristal. Ceci étant, quand je vois la réunion d'hier, je suis très inquiet. Vous êtes pessimiste ? Oui. Je suis très inquiet parce qu'on voit très bien la pression qu'a la chancelière de la part de la CSU. Et quelque part, s'il y a un échec le jeudi, c'est peut-être la remise en cause de Schengen. Oui. Et vous êtes pour la remise en cause de Schengen ? Non, je ne suis pas pour la remise en cause de Schengen. Je dis qu'aujourd'hui, on voit les limites de Schengen. On voit très bien que Schengen ne fonctionne pas parce que tous les pays ne contrôlent... Il faut revoir Schengen, donc. Oui. Il faut le revoir parce qu'on voit très bien aujourd'hui, même s'il y a eu des améliorations, par exemple le fait qu'on ait pu enfin, et grâce à nous quelque part, obtenir le PNR, protège mieux l'Europe en tant que telle. Et on voit très bien que d'ailleurs, quand on est en état d'urgence, les grandes difficultés qu'ont les personnes à travailler, passer les frontières, il n'est pas question de revenir sur la remise en place de frontières. Mais si les pays qui sont dans Schengen ne sont pas aptes à contrôler leurs frontières, évidemment, on est obligé de revoir les frontières. Il y a des élections, j'en parlais en introduction européenne l'année prochaine. Vous êtes au Parti des Républicains. Oui. Est-ce que votre parti aura une seule ligne à défendre à cette occasion-là ? Oui. Et pourtant, on voit qu'à l'intérieur, vous êtes extrêmement divisé entre ceux qui sont pour une Europe, je dirais, construite et qui mérite des améliorations, mais il y en a beaucoup aussi qui sont sur une ligne beaucoup plus souverainiste. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on est dans une phase de dialogue. Et quelle doit être la position de votre parti ? La position, d'abord, c'est une position pro-européenne. Je crois que quand on regarde bien tout quand on écoute M. Wauquiez, il n'est pas trop pro-européen aujourd'hui. Mais contrairement à ce que vous pensez, je pense qu'il est pro-européen. Et pour travailler en permanence avec lui, vous savez, Laurent Wauquiez et moi, il n'y a pas une semaine sur laquelle on n'a pas un dialogue sur même des rapports parlementaires, où on échange, où ils me disent, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai demandé d'ailleurs, lors de sa présidence, de créer pour la première fois un comité interparlementaire qui est intégré dans un comité stratégique qui réunit l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen, de manière à avoir une ligne commune. Ça sera quoi votre ligne ? La ligne, c'est une ligne qui est une ligne avec une attitude, non pas la béatitude de Macron. L'attitude, c'est que nous sommes pro-européens, mais c'est parce que nous sommes pro-européens que nous ne voulons plus de cette Europe-là. Il faut une Europe. Alors quelle Europe vous voulez ? L'Europe qui va pouvoir permettre enfin de protéger et de se protéger. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec quoi ? Quel argument ? L'Europe doit être capable aujourd'hui de résoudre ce problème d'immigration, de sécurité et de se préparer à la... Tout le monde est d'accord avec vous, mais avec quels moyens ? C'est une volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est que... M. Pelletier ne dit pas du tout la même chose que vous. Il dit qu'il faut restaurer les frontières, il faut... Regardez bien, M. Pelletier a, comme moi, signé une tribune sur laquelle nous avons travaillé avec Jean Leonetti, où il y a une philosophie générale. Il dit sécurité, immigration, et on doit se protéger également de la mondialisation d'aujourd'hui. Il faut arrêter cette naïveté. Je vais vous prendre un exemple. Tout le monde est d'accord avec vous. Mais alors, on cherche en vain les solutions concrètes, pragmatiques, qui permettent que ça change. Nous allons définir, c'est le début, samedi prochain à Menton, le socle programmatique. Et ensuite, nous avons le deuxième semestre de l'année qui va nous permettre, dans chaque domaine de compétences de l'Europe, d'avoir un programme. Mais je reste persuadé que nous serons unis. Pourquoi ? Vous serez candidat ?
Bien sûr. À votre élection. Je le souhaite. D'accord. Je le souhaite. Qui doit être, est-ce que Laurent Wauquiez, beaucoup le disent, l'ancien président de la République lui-même, disent que Laurent Wauquiez doit être la tête de liste? Ça aurait été la logique. Mais ceci étant, Laurent Wauquiez est quelqu'un qui respecte ses engagements. Il s'est présenté à la présidence de Rhône-Alpes. Il s'est engagé à être sur ce mandat jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, il est difficile de revenir sur cet engagement. Et qui peut prendre la tête, alors? Valérie Pécresse? Non, mais je ne pense pas que ça l'intéresse non plus. Mais néanmoins, tout le monde se focalise sur la tête de liste. Moi, vous savez, on est sur la Coupe du Monde. Vous savez que c'est important. Oui, mais je crois beaucoup à la notion d'équipe. Et surtout, à cette notion qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'influence française. D'accord. Donald Trump veut encore resserrer les frontières vis-à-vis des exportations, ou plutôt des importations chinoises et des investissements chinois. Il a raison. Oui. Sur les Chinois, il a raison. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir la même attitude avec les Chinois qu'avec ses alliés. D'accord. Parce qu'on est effectivement dans une véritable guerre commerciale. Encore une fois, nous, républicains, la mondialisation, l'ouverture des marchés, on est pour. Mais à condition, comme en football, qu'on joue avec les mêmes règles. Et la France est très exposée aux investissements chinois. Vous faites attention. L'Europe. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, puis Arnaud de Montebourg et maintenant Bruno Le Maire ont travaillé sur ce système de filtrage sur les investissements étrangers. Nous ne sommes pas contre les investissements étrangers, mais contre les investissements étranges. C'est-à-dire ceux qui ne répondent pas à une logique de marché, mais à une logique politique. Les Chinois, c'est la route de la soie, c'est le China Manufacturing Plan de 2025, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie pour devenir les leaders dans le monde à horizon 2025 et encore plus 2050, parce que ça sera le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Donc on voit bien que tous les secteurs sont attaqués, et le système de dépendance par rapport aux Chinois est très important. Le problème... Combien de milliards arrivent en Europe? Combien de milliards chinois? C'est un chiffre difficile. Je peux pas... Quand on parle chiffres, il faut être précis. Donc je ne pourrais pas vous dire. Moi, c'est des secteurs entiers. Je vois ce qu'ils font, par exemple, en tourisme. Regardez, ils prennent des hôtels, ils prennent des compagnies aériennes, ils prennent même des vignobles entiers. J'ai travaillé avec la SAFER là-dessus. Les terres agricoles aujourd'hui sont vampirisées par le monde chinois. Le problème aujourd'hui, c'est que sur l'Europe, sur 27 pays, vous n'en avez que 13 qui ont un système de filtrage des investissements étrangers. Et la France fait partie de ce système. Bien sûr, mais le problème, c'est que, à titre d'exemple, si vous prenez une entreprise qui fabrique des rivets essentiels pour construire des Airbus en Bulgarie, et que les Chinois prennent le monopole de ces rivets, eh bien, vous devenez complètement dépendant des Chinois. Regardez au Canada, pire encore, ils ont pris le monopole des terres rares. Eh bien, ils ont empêché le Canada d'exporter avec le Japon parce qu'ils avaient un conflit avec le Japon en mer de Chine. Donc vous perdez votre pouvoir même. On est avec Franck Proust qui vient d'écrire un livre, L'Europe, l'apprendre en un seul mot, ou la laisser. Et c'est un livre qui va sortir dans les heures qui viennent, là, aux éditions du Palio. Et on continue avec Jérémy Pontieux qui va poser vos questions, chers internautes, à Franck Proust, l'eurodéputé Les Républicains. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Proust. Bonjour. Alors, une première question, vous avez récemment relayé sur Twitter la déclaration de Laurent Wauquiez qui lui s'alarme de la situation des agriculteurs en France. Il qualifiait sur cette question le gouvernement d'hypocrite. Vous le soutenez? Oui, c'est pas que je le soutiens, c'est que moi-même j'étais à Munich avec la chancelière Angela Merkel. Monsieur Oettinger l'a dit à Munich, il l'a dit au Parlement, il en a un petit peu marre du double langage du gouvernement français qui tient un discours à Bruxelles et il tient un discours inverse à Paris sur le problème de la PAC. Plutôt que de venir pleurer aujourd'hui sur la diminution éventuelle du budget, en novembre dernier, quand la prématrice a été présentée, j'aurais aimé que la France dise il est hors de question de faire de l'agriculture une variable d'ajustement. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce que le gouvernement a dit quand même. Il l'a dit maintenant, j'aurais voulu qu'il le tienne en novembre, et Oettinger en personne, vous pouvez reprendre ses écrits, a dit à aucun moment le gouvernement français a défendu le budget agricole au mois de novembre quand on a parlé de la matrice financière. Alors Pierre Moscovici, commissaire européen, s'est dit ce lundi favorable à une baisse des versements européens en faveur des pays qui refusent de participer à l'effort d'accueil des migrants. Comment vous accueillez, vous, cette proposition? Est-ce que vous la soutenez? Ça peut être envisageable, mais j'en parle avec ma collègue Rachida Dati, je crains qu'il y ait une impossibilité juridique sur cette décision. Et en plus, ça serait une double peine pour ces pays-là, comme la Grèce et l'Italie. Bien entendu. Alors eux, je pense qu'ils parlent souvent des pays d'Europe centrale, qui eux n'ont pas
cette problématique de gérer les bateaux, mais c'est vrai que l'Italie et la Grèce qui vient de s'en sortir, ça sera un petit peu compliqué. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, lui, s'est dit favorable au malus contre les entreprises qui abusent de CDD. Silbat nous dit on voudrait empêcher les entreprises d'embaucher, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Est-ce que pour vous, il faut taxer ou ne pas taxer les entreprises qui abusent de CDD, selon vous? Jean Tirole, le prix Nobel de l'économie, est d'accord avec Bruno Le Maire. Hein. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir d'un côté assoupli le code du travail, ce qui était plutôt une bonne chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, ce qui empêchait un certain nombre d'entreprises de recruter, c'était le manque de flexibilité par rapport au code du travail. Si on revient en arrière avec le CDD, vous savez, le CDD permet parfois de répondre à une fluctuation d'activité. C'était d'ailleurs dans l'esprit ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Il dit une chose qui est assez pertinente, il dit quand les gens arrêtent d'être en CDD, ils sont une charge pour la collectivité. Et donc, en fait, c'est des entreprises qui se déchargent, si vous me permettez l'expression, sur le dispositif de protection sociale français. Oui, lui, il considère que ça peut être un transfert de charge, effectivement. Ouais. Moi, encore une fois, sur cet exemple concret, on pourrait en reparler, mais arrêtons déjà, la compétitivité de nos entreprises est quand même mise à mal. Quand vous regardez les PME aujourd'hui, très peu nous disent qu'il y a eu un effet Macron, par exemple, sur la compétitivité de nos entreprises. Donc, n'intégrons pas des contraintes supplémentaires, laissons faire le chef d'entreprise. Je crois qu'il faut arrêter avec cette culture du chef d'entreprise que l'on pointe du doigt en permanence. Macri nous dit sur le chat, pourquoi une telle indifférence des dirigeants africains face à la massive émigration de leurs citoyens? Les dirigeants européens ne peuvent-ils pas exiger une autre position de leur part? C'est exactement ce que vous avez dit. Parce qu'on pointe du doigt l'Europe. Mais la grande responsabilité, elle est sur les chefs d'État africains. Mais vous savez qu'ils ont peu de moyens aussi, ces chefs d'État africains. Ils ont quand même les pays ne sont pas très riches, je veux dire. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut mieux les accompagner et que lorsque nous donnons de l'argent, il y a un véritable accompagnement pour faire en sorte que dans ces pays-là, les gens qui y vivent aient un avenir et une vision. Parce que sinon, excusez-moi, M. Tréhard, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le début d'une longue histoire. Bien sûr. Alexandre nous dit, votre avis, il a envie d'avoir votre avis sur le projet de loi Pacte redéfinissant la notion d'entreprise. Lui, il dit que c'est la loi la plus socialiste qu'il a vue depuis 35 ans. Vous avez suivi le débat? C'est très franco-français, ça. Oui, c'est très franco-français, puis je me méfie toujours des caricatures de court terme. D'accord, une dernière question. Une dernière question, alors je reviens sur cette histoire. Il y a un trader, Arona Traoré, 41 ans, qui a pris des positions pour un total de 6,5 milliards de dollars. Pour faire simple, il a investi beaucoup d'argent alors qu'il n'en avait le droit. Il était limité à 20 000 euros sur son portefeuille. Jean-Louis nous dit, ces affaires de trading sont complètement dingues et illustrent parfaitement la dérive de la finance mondiale. Tout cela devrait être interdit et surtout rendu impossible. C'est votre avis? Oui, c'est peut-être le remake de l'affaire Kerviel, mais je pense que là, sur ce plan-là, l'Europe a quand même pas mal travaillé. Il y a encore une marge de progression, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On était avec Franck Proust, eurodéputé Les Républicains, qui est aussi le président des eurodéputés français qui sont au groupe PPE au Parlement de Strasbourg. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Jérémy Pontieux de vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.